On veut interdire la favorite de l'élection présidentielle de concourir. On veut assécher financièrement un parti politique. Et on veut priver des Français de leur voix. Jamais, jamais au Rassemblement national, nous ne mettrons un genou à terre. Vous voyez, on se battra jusqu'au bout. Edwige Diaz, députée Rassemblement national, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Aujourd'hui, il y avait une manifestation du Rassemblement national. Pourquoi ? C'était très important pour nous, au Rassemblement national, patriotes de France, de permettre aux Français d'exprimer leur indignation. Parce que la sentence qui est tombée le lundi 31 mars, qui est vraiment un jour funeste pour la démocratie, a scandalisé beaucoup de Français. Les 11 millions d'électeurs de Marine Le Pen durant les élections législatives, mais bien au-delà. Et les Français avaient besoin de s'exprimer et de témoigner leur soutien. C'est la raison pour laquelle, très rapidement, nous avons eu l'idée de développer plusieurs actions. Déjà, tout ce week-end, il y a eu des actions militantes sur le terrain, distribution de tracts, collage d'affiches, organisation de réunions publiques. Et aussi, nous souhaitions organiser un grand meeting pour permettre à tous les Français qui souhaitaient s'exprimer de venir écouter un meeting et surtout de venir entendre Marine Le Pen leur dire que jamais, jamais au Rassemblement national, nous ne mettrons un genou à terre. Vous voyez, on se battra jusqu'au bout avec toutes les armes qui sont les nôtres, c'est-à-dire les recours judiciaires, mais aussi la voie législative, la mobilisation citoyenne au travers notamment de la pétition que nous avons mise en ligne et qui en quelques jours a recueilli plus d'1 demi-million de signatures. Et voilà, donc l'idée c'était vraiment de créer un moment de cohésion nationale et que les Français soient profondément convaincus que nous n'allons pas les abandonner. La droite n'a pas l'habitude de faire des manifestations. Comment vous est venue l'idée ? C'est plus un meeting, en fait. Mais ça répondait vraiment aux demandes de nos sympathisants, de nos électeurs et de tous les Français qui sont attachés à la démocratie. Donc ce fut un grand succès. Et puis vous savez, on est en campagne permanente. On l'a indiqué avec Jordan Bardella au début de l'année et nous avions annoncé organiser très régulièrement des meetings. Moi, je vois dans ma région, on a accueilli Jordan Bardella à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne. C'est un franc succès. Et donc, voilà, nous avons dit que toute l'année, en fait, jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale, eh bien, nous serions en campagne permanente. Et là, je trouve que c'était normal que Marine Le Pen et Jordan Bardella puissent prendre la parole après le déni de démocratie qui a été offert aux yeux des Français ce lundi 31 mars 2025. On va revenir à ce lundi funeste, comme vous dites. Qu'est-ce qui s'est passé lundi ? Bien, lundi dernier, on considère que certains magistrats ont rendu une décision de justice, mais ne l'ont pas rendue avec partialité. Et même, je vais vous dire, pire que ça, ne l'ont pas rendue au nom du peuple. Alors que la justice est censée rendre la justice au nom du peuple. Ils n'ont pas rendu la justice au nom du peuple parce qu'en fait, ils ont tenté de priver la candidate favorite des Français pour l'élection présidentielle. Ils ont tenté de retirer cette possibilité aux Français de s'exprimer et de voter en faveur de leur candidate favorite. C'est un jugement qui est incontestablement empreint de connotations politiques puisque la présidente l'a dit, qu'en fait, elle nous a fait un procès politique. Elle a reproché les prises de position du Rassemblement national vis-à-vis de l'Union européenne. Elle a voulu criminaliser notre défense en nous reprochant d'avoir suivi tel sujet pour telle voie pour notre défense. Et donc, en fait... Dans ce tribunal, à cet instant, avec ces magistrats-là, il y a eu une sanction politique qui est bien éloignée d'une sanction juridique. Et d'ailleurs,
cette sanction juridique a fait l'objet de beaucoup de doutes ou a jeté le trouble parmi des professionnels de la justice. J'ai noté, vous voyez, je vais vous renvoyer vers le travail de mon collègue Alexandre Sabatou, sur son Twitter, donc Alexandre Sabatou qui est député de l'Oise. En fait, il a fait un fil sur son Twitter et il a mentionné donc des avocats, des juges, des anciens membres du Conseil constitutionnel qui ont critiqué la notion d'exécution provisoire qui a été infligée à Marine Le Pen. Et cette décision a créé l'émoi aussi au sein de la classe politique parce qu'en fait c'est une décision qui devient vraiment illégitime. Donc nous, avec Marine Le Pen, nous ne souhaitons pas qu'elle soit au-dessus des lois, mais nous ne souhaitons pas non plus qu'elle soit en dessous des lois. Dans un état de droit, il y a un second degré de juridiction. Là, on parle du destin démocratique, électoral des Français. Et donc, l'exécution provisoire nous paraissait profondément injustifiée. Est-ce que vous pouvez revenir sur la journée du lundi? Comment est-ce que vous l'avez vécu? À partir de 10 h du matin, le procès s'ouvre. J'imagine que la veille, vous n'aviez pas beaucoup dormi d'ailleurs. Oui, je le reconnais bien volontiers. Dans la nuit de dimanche à lundi, évidemment, hein, toutes nos pensées ont été dirigées vers Marine. Et lundi, nous suivions les résultats du procès à la télévision. Et quand Marine Le Pen est sortie du tribunal avant la fin du prononcé de la décision, bah, évidemment, elle a eu raison. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tout le monde avait compris qu'il s'agissait d'une décision plus politique que juridique. Donc ça a été bien sûr la stupéfaction, l'indignation, la tristesse aussi, la colère. Et puis très vite, ces sentiments ont laissé la place à une multiplication, un renforcement de notre détermination. À 13h30, nous avions une réunion avec tous les cadres, tous les députés du parti, en présence de Marine et Jordan. Et là, Marine Le Pen est apparue telle qu'elle est naturellement, et tous ceux qui la connaissent ce trait de caractère. Une profonde détermination à ne pas se laisser faire, à ne pas laisser des millions de Français être privés de leur possibilité de vote à la prochaine élection présidentielle. Donc elle nous a dit que tous les recours seraient étudiés. Nous, tous les porte-paroles, nous sommes partis sur les plateaux télé pour faire part voilà, de cette indignation, de cette vision différente que nous avions. Et puis aussi, nous avons pu exprimer notre sensibilité à l'égard des centaines de messages que nous avons reçus via les réseaux sociaux, sur nos téléphones. Et ça, c'est très important pour nous. D'ailleurs, Marine a fait un tweet pour dire qu'elle était profondément touchée et très reconnaissante à l'égard de tous ces Français qui lui avaient témoigné son soutien. Et puis le mardi, on a retrouvé Marine à l'occasion de notre réunion de groupe hebdomadaire à l'Assemblée nationale. Plus combative que jamais, plus déterminée que jamais. Elle avait déjà avancé dans les pistes, de recours. Et voilà, Marine Le Pen, c'est une lionne. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. C'est quelqu'un de profondément intelligent, qui a un véritable sens politique. Et donc, en fait, si certains d'entre nous ont pu être un peu abattus par la décision du lundi, je sais que quelques collègues l'ont été, mais quand on est sorti de la réunion de groupe mardi dernier, tout le monde était plus combatif que jamais. Et c'est ça, en fait, notre force au Rassemblement national, c'est qu'en fait, nous sommes mus par des sujets qui nous dépassent. En fait, jamais ça nous traversera l'esprit d'abandonner les Français, de trahir la confiance qu'ils ont placée en nous. Et donc, tout le monde est reparti plus combatif que jamais. Et l'autre force au Rassemblement national, c'est que nous sommes incontestablement unis. Voilà, donc union, détermination. Et oui, je pense qu'en appel, nous serons reconnus innocents et que non seulement donc, nous gagnerons en appel, mais aussi que nous gagnerons la présidentielle. Avant de parler de l'appel, est-ce qu'avant le procès, vous n'avez pas été trop confiant dans la justice de ce pays ?
Non, parce qu'en fait, on ne fait pas d'amalgame. Là, on est tombé sur des magistrats qui ont été politisés. D'ailleurs, la présidente a avoué hein, qu'elle était rentrée dans la magistrature par admiration avec Eva Joly, des écologistes. Voilà. Bon, ben voilà, on est mal tombé en fait. On est tombé sur des juges potentiellement politisés. Moi, je fais pas d'amalgame. Je sais qu'il y a beaucoup de juges qui rendent la justice avec impartialité. Et puis voilà, non, ça ne remet pas en cause la justice d'une manière générale, même s'il faut évidemment pas tomber dans ce qu'on peut appeler la tyrannie des juges. Voilà. Donc après la décision lundi, mardi, mercredi, la grande question qui s'est posée, c'était quand est-ce qu'aurait lieu l'appel? Ouais. Pour vous, ça a été un moment de stress, j'imagine, parce que l'exécution provisoire voulait dire que Marine ne pouvait pas se présenter à la présidentielle, à moins que l'appel ait lieu avant 2027. C'est ça, mais en fait, je pense que si la justice et si la Cour d'appel a d'ores et déjà annoncé la date de rendu de la décision, ça veut peut-être aussi dire que la décision de justice rendue en première instance questionne. Et que là, on parle du destin national. Et surtout, cette décision d'exécution provisoire entre en contradiction avec une décision récente du Conseil constitutionnel qui parle de proportionnalité et d'individualisation de la peine. Et en l'espèce, le Conseil constitutionnel a indiqué on parlait de l'élection présidentielle. Donc en fait, il ne fallait pas priver le peuple de sa souveraineté et de son choix de voter pour le prochain président de la République. Donc c'est peut-être tout ça en fait qui a fait que la Cour d'appel a d'ores et déjà indiqué que l'appel serait rendu avant l'élection présidentielle et c'est une bonne chose parce que juste pour replacer les choses dans leur contexte, on parle quand même d'une affaire, pour rappeler un peu les faits, qui a été lancée il y a à peu près 10 ans maintenant par des opposants politiques, Martin Schulz, qui était le président socialiste du Parlement européen, et par Christiane Taubira, qui était ministre de la Justice socialiste et qui est une adversaire résolue au Rassemblement national. Donc ça, c'est un premier point qui interroge. Et le deuxième point, en fait, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui devant le tribunal, pas pour une question d'enrichissement personnel, il n'y en a pas. Pas pour une question de corruption, le tribunal l'a reconnu. Pas non plus pour des questions d'emploi fictif, ça a été reconnu par le tribunal. Mais juste en fait pour une différence d'appréciation sur des contrats administratifs. En clair, est-ce que les assistants parlementaires qui ont vraiment travaillé, est-ce que ça répondait aux attentes des demandes du Parlement européen? Mais ça pose quand même vraiment une question, c'est la question de la liberté de travail du parlementaire. Et en fait, c'est là où il y a la divergence d'appréciation entre nous, qui faisons de la politique, et le Parlement européen, qui est en fait devenu une instance profondément fonctionnalisée. Et pour tout ça, on veut interdire la favorite de l'élection présidentielle de concourir, on veut assécher financièrement un parti politique, et on veut priver des Français de leur voix. Parce que le parti a pris 2 millions d'euros d'amende aussi. Plus que ça, en fait, on est à 4 millions avec tout. Donc vous vous rendez compte, 4 millions d'euros, c'est intenable. Ils veulent vraiment asphyxier financièrement le parti politique, en plus de vouloir empêcher Marine Le Pen d'être candidate. Donc, et à ce titre, je me permets de remercier les patriotes de ce pays qui ont voulu résister en adhérant. Voilà, adhérer, c'est résister. Et depuis le début de la semaine, nous avons dépassé les 20 000 adhésions. Nous avons reçu un certain nombre de dons aussi. Et je le dis, nous y sommes très sensibles parce qu'on aura besoin de tous les moyens possibles pour se battre et pour remporter ce combat qui va être rude, mais qui est nécessaire non seulement pour sauver la démocratie, mais aussi pour sauver le pays, qui est quand même entre de mauvaises mains. Les macronistes, c'est pas de bonnes mains pour le pays. Vous avez espoir dans l'appel ? Oui, on a espoir dans l'appel parce que notre dossier est solide, parce que j'espère que la Cour d'appel sera dépolitisée
Et donc, il y a la voie judiciaire, voilà, sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Et il y a aussi la voie législative. Et à ce titre, je voudrais saluer la proposition d'Éric Ciotti, qui va utiliser sa niche parlementaire qui aura lieu en juin pour faire une proposition de loi visant à visant à supprimer l'exécution provisoire en matière d'inéligibilité tant que l'appel n'a pas eu lieu. Donc il peut y avoir des issues positives, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une issue législative à laquelle nous croyons. Là, du coup, il y aura un premier pas qui pourrait être franchi au mois de juin. Et je ne vois pas comment les autres partis politiques, dont certains sont aussi concernés par les mêmes affaires que nous, je ne les vois pas par sectarisme voter contre une loi qui pourrait les protéger eux aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui est dans cette tourmente, mais demain, ça sera eux, peut-être. Et au nom, voilà, ils ne peuvent pas nous dire matin, midi et soir qu'ils sont républicains et démocrates, et en même temps priver les Français d'une telle possibilité de s'exprimer souverainement par les urnes. Cette décision de justice nous fait poser la question, est-ce que nous sommes dans un gouvernement des juges? Est-ce que les juges décident de la démocratie aujourd'hui en France? En tout cas, les juges qui ont eu à connaître de notre litige ont clairement fait la démonstration que par leurs décisions, on se retrouvait dans un effondrement de la démocratie, dans une négation de l'état de droit et dans le mépris de la volonté de laisser au peuple s'exprimer. Mais comme je l'ai dit, tous les juges ne sont pas comme ça. Moi, je connais un certain nombre de magistrats, d'avocats, enfin, en fait, de ce monde judiciaire qui vraiment exercent leur travail dans des conditions parfois très difficiles. Parce que je voudrais rappeler les promesses d'Éric Dupond-Moretti qui leur avait promis plus de moyens. On les attend toujours. Moi, je vois dans mon département en Gironde, on leur avait promis des affectations de postes. Il y en a eu moins qu'annoncé. Et donc voilà, il y a beaucoup de juges qui font leur travail d'une manière remarquable. Mais oui, il y a en France un syndicat qui s'appelle le syndicat de la magistrature, qui lui est profondément politisé. Et d'ailleurs, le communiqué de presse qu'il a rédigé au mois de juin pour faire barrage au Rassemblement national est tout à fait impropre à la liberté et à la démocratie dans notre pays. On dit que 30% des magistrats sont affiliés au syndicat de la magistrature. Bien sûr, ça pose question, mais ça veut dire que potentiellement, il y en a 70 qui n'y sont pas affiliés. Après, on les entend moins. Mais c'est souvent comme ça. Vous savez, c'est la minorité agissante, la minorité bruyante. Et clairement, le syndicat de la magistrature s'est positionné comme étant un adversaire résolu au Rassemblement national. Et c'est vrai que ça pose question. Quand vous êtes jugé par des magistrats qui vous combattent publiquement, bien sûr, on peut se poser la question du gouvernement des juges. Et si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous avez des propositions sur la justice pour l'améliorer? Oui, beaucoup. D'ailleurs, au moment de l'élection présidentielle, juste avant, nous avions rédigé, en étroite collaboration avec Jean-Paul Garot, qui est lui-même ancien magistrat, nous avions rédigé un livre blanc de la justice qui est tout à fait complet et qui passe notamment par une attribution plus importante des moyens au niveau de la justice. Parce que... en fait, ce n'est pas toujours que la justice est laxiste, c'est que les juges sont confrontés parfois à la réalité. Ils veulent bien appliquer des peines, sauf qu'il n'y a plus de place en prison, par exemple. Parce que les moyens visant à construire des places de prison ne sont pas au rendez-vous. Et là, ça me renvoie bien évidemment à une promesse d'Emmanuel Macron qui est non tenue, qui était une augmentation massive des places de prison, 15 000 je crois, qu'on attend toujours. Moi, vous voyez, dans mon département en Gironde, il y a la maison d'arrêt de Gradignan qui est en surpopulation carcérale depuis des années. Et en fait, ils ont décidé de construire un nouveau bâtiment qui est déjà lui-même sous-dimensionné. Mais en matière de surpopulation carcérale, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que si on commençait par expulser les délinquants étrangers, ça libérerait de la place parce qu'ils sont 25% en moyenne dans les prisons. Et là, j'ai vu M. Darmanin, il y a quelques semaines, nous dire qu'il avait eu l'idée du siècle et qu'il allait qu'il allait faire en sorte que les ressortissants étrangers purgent leur peine dans leur pays d'origine. Beaucoup de monde s'est extasé devant cette proposition qui est de bon sens. Oui, évidemment, elle est de bon sens. Elle a été proposée par Marine Le Pen. On a retrouvé un article du Point en 2011.
Et on a retrouvé sur le site internet du Rassemblement national un communiqué de presse qui date de 2018, qui est signé Jordan Bardella, à l'époque juste porte-parole du parti, et qui demandait aussi que les délinquants étrangers purgent leur peine dans des prisons de leur pays d'origine. Donc vous voyez, on a déjà un certain nombre de mesures qui sont prêtes à être mises en œuvre et qui n'attendent qu'une chose, c'est un gouvernement courageux, et on aura bien compris qu'on ne pourra pas compter sur M. Retailleau et sur M. Darmanin pour appliquer ces mesures courageuses. Il y a un grand remplacement. Vous savez l'importance de cette créolisation qui crée du neuf. Ils se vantent d'être les remparts de l'antiracisme. Il y a un continuum raciste en France. Ils jurent ne pas être antisémites. Qui pourrait encore les croire? La France insoumise n'est pas un parti ordinaire. Ses rangs sont occupés par des éléments dangereux. Faute d'enquête sur ses leaders, le parti glisse vers une radicalité croissante. Il intègre des fichiers S et s'entoure d'individus toujours plus sulfureux. Dans ce magazine, tout est exposé, point par point. Une cartographie numérique implacable dévoile leur réseau. Leur stratégie, miser sur les étrangers et le communautarisme afin d'obtenir le pouvoir. Députés, collaborateurs, votes à l'Assemblée, rien ne nous a échappé. Enquête sur la galaxie anti-France. Preuves en main, leurs mensonges s'effondrent. Le 9 avril, ouvrez les yeux. Découvrez notre nouveau magazine sur la France insoumise, le parti de l'étranger. Et en attendant, l'Assemblée nationale n'a aucune majorité et on passe des textes de loi les plus insolites les uns que les autres. Oui, mais ça, parce que vous êtes député, donc... En fait, l'Assemblée nationale donc est divisée en 3 blocs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les alliances de la honte, parce que des LFI ont appelé à voter pour des LR et des LR ont appelé à voter pour des écolos. Donc ce barrage de la honte a conduit à une absence de majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui fait qu'on a une Assemblée nationale qui est paralysée. Et un gouvernement qui est lui-même paralysé parce qu'il a peur, et il a bien raison d'avoir peur, d'une motion de censure. Donc je vous ai amené quelques exemples de textes qui sont votés à l'Assemblée nationale et qui sont profondément honteux pour la démocratie. Je veux dire, on est dans un pays où il y a le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, budgétaire, économique, et ces derniers jours, semaines, mois, l'Assemblée nationale a voté des lois pour, je vais vous donner quelques exemples, mais vous pourrez vérifier, c'est sur le site internet de l'Assemblée, donc pour créer un institut océan de l'Université des Nations Unies en France. Ça veut dire quoi? On ne sait pas. Voilà. Une proposition de résolution pour une stratégie nationale de prévention sur le chemsex. On a voté aussi une loi pour restreindre la vente de protoxyde d'azote aux professionnels. En gros, ça, c'est les bombes chantilly. On a aussi voté une proposition de loi pour lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge. On a voté une loi visant à sanctionner la discrimination capillaire. Une autre sur le dispositif de réduction d'activité aux moniteurs de ski stagiaires. Une autre sur la professionnalisation de l'enseignement des danses collectives. Et pour la création d'un CAP pour les écoles nationales d'architecture. Il n'y avait pas une loi sur la grossophobie aussi? Si, alors ça c'est que les lois, mais après je peux vous parler des amendements qui sont absolument lunaires, où voilà, on trouve vraiment à boire et à manger. Mais en fait c'est très grave ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est que l'Assemblée est monopolisée sur des sujets qui sont importants, mais qui peuvent se régler par décret, alors que le pays sombre à tout point de vue. On s'occupe des moniteurs de ski stagiaires. Voilà. Et puis, on passe un temps fou nous, au Rassemblement national, à écarter les amendements délirants de l'extrême gauche. Et pourquoi tout repose sur nos épaules? C'est parce que les macronistes et les républicains ont littéralement abandonné les bancs de l'Assemblée. Ils ont déserté les bancs. Et je suis désolée de le dire pour les électeurs qui ont voté pour des macronistes ou pour des LR, eh bien, ils ont voté pour des fantômes.
ils ont voté pour des députés absents. Donc ça veut dire que si nous, au RN, et avec nos alliés de l'UDR, on n'est pas là pour contrer les amendements délirants de l'extrême gauche, eh bien, le pays sera encore plus difficile à redresser le jour où nous prendrons le pouvoir. Je vous ai amené quelques exemples. L'extrême gauche fait la chasse aux agriculteurs et aux produits du terroir. Il ne cesse de vouloir augmenter les taxes, notamment sur les spiritueux, les vins par exemple. Ils veulent augmenter la taxe sur la publicité des vins et des spiritueux. Ils veulent supprimer les allègements de charges sur les employés agricoles. Mais ils font aussi la chasse à la police. Dans leurs amendements, c'est très régulièrement qu'ils nous parlent de violences policières. Ils veulent désarmer la police, démanteler la BAC. Ils veulent aussi légaliser le squat, régulariser tous les clandestins, vider les prisons. Voilà. Vider les prisons pour mettre des opposants politiques, peut-être? Ben, ça, on ne sait pas, ouais, peut-être. Et là, j'en parle parce que moi, je suis donc élue en Gironde, un territoire qui chasse beaucoup, premier département cynégétique de France. Et moi, je me suis battue pour lutter contre un amendement de la France Insoumise qui voulait rajouter une taxe sur les munitions de chasse parce qu'elles contenaient du plomb et le plomb, ça pollue. Ben moi, je voulais dire à ces écolos, parce que c'est un amendement de Madame Rousseau, vous voyez. Moi, je voudrais dire à ces écolos que les chasseurs sont les plus grands respectueux de la nature, parce qu'ils y sont au quotidien. Et heureusement qu'ils sont là pour protéger la nature, pour protéger les récoltes des agriculteurs. Et eh bien, ils n'ont pas besoin de ces amendements de Madame Rousseau qui va encore plus les plomber. Bon, voilà, ce sont que quelques exemples, mais c'est pour que les gens se rendent compte à quel point ces gens sont dangereux pour la démocratie, pour nos territoires ruraux et même pour la France, pour l'ordre, pour la sérénité. Et donc, il faut les combattre de toutes nos forces dans les urnes. Et qu'est-ce qu'il en est du gouvernement Bayrou? Ben, écoutez, pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai déposé une question au gouvernement. J'ai posé une QAG donc, il y a quelques jours, précisément pour dire à M. Bayrou qu'il fallait qu'il s'active. Les Français attendent plus de fermeté en matière migratoire. Il faut qu'on l'entende sur le sujet. Les agriculteurs sont en train de souffrir à cause du Mercosur, à cause de l'écologie punitive, à cause de la décroissance. Eh bien, le budget qui est passé en force à 49,3, c'est une baisse des crédits destinés à l'agriculture. Nous lui avons rappelé qu'il avait promis la proportionnelle aux élections législatives. On n'en entend plus parler. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, nous avons dit à M. Bayrou que si très rapidement, il ne mettait pas en œuvre notamment des mesures pour soutenir l'économie, notamment par un allègement sur la facture d'électricité. Nous lui avons dit que si, avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va alourdir les finances publiques de 300 milliards d'euros, notamment pour financer non pas le nucléaire comme on le réclame avec Marine Le Pen, mais les énergies dites renouvelables et notamment les éoliennes, s'il passait ça par décret, contrairement à ce que la loi prévoit, c'est-à-dire en fait que ce sujet-là fasse l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, eh bien, il ne fallait pas qu'il s'étonne si on décidait de déposer ou de voter une motion de censure, c'est-à-dire qu'ils suivent le même sort que M. Barnier. Il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi est-ce que vous n'avez pas déjà censuré ce gouvernement? Eh bien, parce que nous sommes des gens responsables. En fait, vous savez, si on a voté la censure du gouvernement Barnier, c'est parce qu'il a franchi beaucoup trop de nos lignes rouges. Et si nous l'avons censuré, ça a permis aux Français de voir leur pension de retraite indexée sur l'inflation, leur facture d'électricité baisser, et c'est grâce au Rassemblement national que 24 millions de Français ont reçu un mail d'EDF leur disant que leur facture allait baisser. Si on n'a pas assisté au déremboursement des médicaments, c'est aussi grâce au Rassemblement national. Et là, le gouvernement Bayrou a pris en compte
toutes ces mesures-là. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, il fallait que la France se dote d'un budget parce que sinon, on risquait de se retrouver avec une non-indexation du barème sur l'impôt sur le revenu, ce qui aurait fait que beaucoup de personnes, beaucoup de Français auraient payé davantage d'impôts. Mais ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça ne veut pas dire que le gouvernement Bayrou est un gouvernement RN compatible, parce que vous savez, nous, le seul gouvernement RN compatible que nous attendons, c'est celui qui sera dirigé par Jordan Bardella. Et ça ne veut pas dire que nous ne déposerons pas de motion de censure. Voilà, vraiment, ma question au gouvernement était un signal d'alerte extrêmement clair. Et je peux vous dire, nous sommes des députés libres. Nous avons pris un seul engagement, c'est celui vis-à-vis des Français, c'est celui de les défendre. Mais nous n'avons aucune soumission et aucune absence de liberté. Nous ne sommes liés par personne, et encore moins par M. Bayrou, et encore moins par les autres groupes parlementaires. Vous savez, nous, on doit nos places à personne, hein, parce qu'ils sont tous coalisés contre nous pour nous faire barrage. Nous devons nos places qu'aux Français, et nous les en remercions chaque jour. Et donc, dès lors que nous devrons les défendre. Enfin voilà, dès qu'il s'agit de les défendre, nous les défendrons. Et si la défense des Français passe par une motion de censure, eh bien, croyez bien que notre main ne tremblera pas. Alors, si la censure du gouvernement de Bayrou n'est peut-être pas à l'ordre du jour, vous demandez quand même la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, bah oui, on demande la dissolution, mais je pense qu'elle sera consécutive à une motion de censure. Oui, nous demandons la dissolution. Pourquoi ? Bah, je viens un petit peu de vous l'expliquer dans le propos que j'ai tenu antérieurement, c'est que, en l'état actuel des choses, au regard de la tripartition de l'Assemblée nationale est paralysée et aucun texte important n'est présenté à l'Assemblée. Donc, pour qu'il y ait une respiration démocratique, pour qu'il y ait une avancée certaine qui corresponde aux attentes des Français, eh bien, il faut que l'Assemblée nationale change de visage et donc il faut qu'on reparte voter. Et moi, j'ai bon espoir que la prochaine fois, nous aurons la majorité absolue. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Français qui se sont fait avoir, vous savez, par la stratégie de la peur, où on leur a dit, ah là là, c'est le Rassemblement national, ça va être terrible et tout et tout. Bon, non, les Français nous font confiance. C'est pour ça que nous sommes le parti politique préféré des Français, le groupe parlementaire préféré des Français, que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont les personnalités politiques préférées des Français. Donc oui, moi je pense que les gens ont envie de nous faire confiance. Ils ont bien vu qu'on ne les trahira pas. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous sommes quand même 39 députés RN réélus dès le premier tour, la dernière fois. Donc voilà, il y a une véritable évolution. Les gens ont envie de nous faire confiance. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir. Donc je pense que la prochaine fois, nous aurons la majorité absolue. Et je peux vous dire, et là c'est un petit clin d'œil à mes collègues membres de la Commission nationale d'investiture, je peux vous dire que nous travaillons avec beaucoup de sérieux pour investir des candidats de qualité dans tous les départements, dans toutes les circonscriptions, des candidats en qui j'ai une totale confiance, qui feront campagne, qui sont extrêmement mobilisés sur le terrain, qui connaissent parfaitement leur dossier, qui sont très implantés et qui auront en plus de quoi dire sur les députés sortants. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir en ce qui concerne l'avenir. Si la dissolution devait avoir lieu, ce serait en juillet ou en août. En tout cas, c'est le minimum légal par rapport à la dissolution de l'année dernière. Ça voudrait dire que Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter. Oui, mais vous savez, c'est ça qui fait que Marine Le Pen est une femme d'État. C'est que jamais une considération personnelle n'entravera une décision politique de Marine Le Pen. Marine Le Pen, le combat qu'elle mène, ce n'est pas pour sa personne, c'est pour les Français. Et donc, si nous estimons que la politique menée par M. Bayrou n'est plus acceptable, et je vous dis, on s'en rapproche, eh bien, nous voterons la censure, y compris si Marine Le Pen reste inéligible, c'est-à-dire y compris si elle ne peut pas être candidate à sa propre succession. Et c'est vraiment pour ça que Marine force l'admiration, et je pense que c'est pour ça que c'est la personnalité féminine, toutes catégories confondues, préférée des Français. Parce que les Français savent qu'elle se bat non pas pour elle-même, mais qu'elle se bat pour eux, y compris si elle doit perdre son mandat de députée. Il y a les élections municipales qui arrivent, c'est l'année prochaine. Comment vous voyez ces élections municipales ? Eh bien, avec beaucoup d'espoir. Il faut rappeler qu'en 2020, les élections municipales ont quand même été un peu empêchées ou gênées, ou en tout cas perturbées par le Covid. En 2026, j'espère qu'il n'y aura pas de Covid. Et surtout, ce que je peux vous dire, c'est que sous la direction de notre directeur de campagne des municipales,
Julien Sanchez, député européen, ancien maire de Beaucaire. Nous travaillons avec beaucoup de sérieux. Nous avons déjà investi 350 têtes de liste. Nous serons présents dans toutes les communes de plus de 100 000 habitants, dans tous les départements, dans les préfectures, y compris même les sous-préfectures, et dans beaucoup d'autres communes. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que toutes les élections sont importantes. Les élections municipales, mars 2026, auront lieu 1 an avant la présidentielle. Donc à chaque fois que des conseillers municipaux RN pousseront les portes d'une mairie, ça aidera Marine Le Pen à pousser les portes de l'Élysée. Donc moi je le dis aux patriotes de ce pays, engagez-vous, venez sur nos listes, montez des listes, rendez-vous utiles, soutenez des listes. Et en fait, toutes les places que nous prenons, nous patriotes de France, ce sont des places qu'on ne laisse pas à nos adversaires. Parce que il y a des communes où des maires nous disent « Ah oui, mais moi je ne fais pas de politique ». Ben, ce n'est pas vrai. Les maires font forcément de la politique, les conseillers municipaux font forcément de la politique. Ils font de la politique quand, par exemple, ils vont se présenter aux élections départementales par la suite. C'est bien sous une étiquette. Ils font de l'élection politique ils font de la politique quand ils votent, par exemple, pour les élections sénatoriales. Sénatoriales, c'est très politisé. Ils font de la politique quand ils appellent à faire barrage, par exemple, au Rassemblement national. Donc, en fait, il faut qu'on prenne toutes les places possibles, non seulement pour faire du bien à nos administrés dans nos communes, parce qu'une élection, enfin une gestion municipale Rassemblement national, ça marche. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2020, quasiment tous nos maires élus en 2014 ont été réélus. Mais c'est surtout, enfin c'est complémentaire avec le fait que toutes les places qui reviennent au Rassemblement national, ce sont des places en moins pour nos adversaires politiques. Donc il faut s'engager. Et je me permets de lancer un appel aux femmes patriotes de France. Mesdames, nous avons besoin de vous parce que pour les élections municipales, il nous faut de la parité. Et des fois, on peut ne pas pouvoir déposer une liste parce qu'il manque 1 ou 2 femmes sur la liste. Et après, c'est une invisibilisation du Rassemblement national tout au long du mandat qui dure 6 ans normalement. Et là, ce coup-ci, ça sera peut-être même 7 ans pour des raisons de calendrier présidentiel. Quelle est votre stratégie pour Paris, Lyon, Marseille, qui sont 3 grandes villes et qui sont les 3 plus grandes villes de France et qui sont assez hostiles au Rassemblement national historiquement, où les scores du RN et du FN avant ont toujours été très faibles, mais qui sont les 3 plus grandes villes de France? C'est quoi votre stratégie? C'est en train de changer, figurez-vous, parce que quand on voit les scores qu'on a réalisés aux européennes et aussi aux élections législatives, eh bien, à Paris, nous avons quasiment partout dépassé la barre des 10%. Alors que je rappelle qu'en 2020, notre candidat avait été aux environs de 1%. Donc il y a une évolution qui est considérable. Pour Lyon, c'est pareil. Je rappelle que nous avons des députés dans ce département. Et puis quant à Marseille, j'ai toute confiance en mon collègue Franck Alizio, qui fait un travail remarquable, un vrai travail de terrain. C'est un vrai Marseillais qui a Marseille chevillé au cœur et qui, je pense, peut gagner les élections municipales à Marseille parce qu'il est entouré d'une très bonne équipe. Et puis parce que, pardon, Marseille, je veux dire, avec la situation sécuritaire qui pourrit le quotidien des Marseillais, et j'en parle avec d'autant plus d'émotion que moi je suis née à Marseille, donc j'ai vu aussi l'évolution, eh bien je pense qu'il y a un véritable sursaut. Les Marseillais connaissent bien Franck Alizio, et moi je pense qu'il ferait un très bon maire. En tout cas, je lui adresse tous mes vœux de succès. Est-ce qu'il y aurait une alliance possible avec Stéphane Ravier? On n'en est pas là, on n'en est pas là. Stéphane Ravier, je ne sais pas où il en est dans ses objectifs, mais en tout cas, Franck Alizio, je pense qu'il peut gagner. Très bien. En tout cas, il peut être en tête largement au premier tour, et c'est tout le mal que je lui souhaite. Pour en revenir à votre mandat, vous êtes député de Gironde, et la situation des viticulteurs est assez mauvaise à cause de certains droits de douane. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, je veux vous en parler parce que moi, je suis très attachée à mon territoire, la Gironde, et à ceux qui font la force de ce territoire. Et là, je pense bien évidemment notamment aux agriculteurs. La situation viticole en Gironde va mal depuis très longtemps. En fait, la question des droits de douane imposés par Trump ne vient qu'aggraver la situation. Mais la situation des viticulteurs est dramatique parce que depuis des décennies, les gouvernements qui se sont succédés n'ont fait que tirer à boulet rouge sur cette filière par
par une augmentation de la fiscalité, par une lourdeur administrative, par une explosion du prix de l'électricité par exemple, par l'augmentation des charges sur les entreprises et par, je vous ai cité tout à l'heure un amendement de Sandrine Rousseau qui visait à renforcer la fiscalité sur la publicité des produits contenant de l'alcool. Donc en fait, il y a une vraie stigmatisation de la viticulture et même, je vais vous dire, plus que ça, une diabolisation de cette filière et des consommateurs. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut revenir sur la loi de 56 qui vient lutter contre l'ivresse dans les cantines, hein, qui vient interdire la consommation de vin pour les enfants de moins de 14 ans. Je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'il faut revenir sur la loi de 78 qui pénalise la conduite en état d'ivresse. Je vous dis juste que là, on est allé trop loin. On est allé trop loin, on a trop affaibli cette filière, on n'a pas fait de patriotisme économique, on n'a pas fait de... on n'a pas fait de patriotisme, on n'a pas fait, on n'a pas fait de protectionnisme intelligent. Et donc, la filière est affaiblie. Et là, Trump, eh bien, et c'est tout à fait normal, il vient défendre les intérêts américains. Il a été élu par les Américains, il va tenir ses promesses. Sa promesse, c'était notamment de défendre les intérêts américains. Et comme l'Union européenne, dans sa grande lâcheté, et même à ce niveau-là, c'est plus de la naïveté, c'est une faute politique, a remis sa compétitivité économique entre les mains de puissances économiques étrangères, notamment les États-Unis, et bien là, aujourd'hui, ils viennent nous dire « Oh, c'est compliqué ». Et la France est d'autant plus coupable là-dedans, parce que la France a remis sa compétence économique et commerciale entre les mains de l'Union européenne. Donc, vous voyez, en fait, en bout de chaîne, ce sont les Français, la viticulture, l'agriculture française, qui viennent souffrir des mauvais choix politiques qui ont été réalisés. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ça n'est pas irréversible. Vous savez, si Marine Le Pen demain est élue présidente de la République, elle ira rencontrer Donald Trump pour renégocier tout ça. Et parce que nous, avec Jordan Bardella, Premier ministre, nous aurons donné aux viticulteurs les outils pour se réarmer d'un point de vue économique, eh bien, ils auront retrouvé cette compétitivité. Je peux vous dire, nous, on les abandonnera pas, on leur mettra pas la tête sous l'eau. Et c'est pour ça, je pense que oui, il y a beaucoup de viticulteurs qui ont voté pour moi dans mon département et je les en remercie chaleureusement. Un dernier mot. Libre. Bien, merci Edwige Diaz d'être venue. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui après cette manifestation.